Salut, c'est le KSF. Suite de la lecture du livre cinquième des Confessions de Rousseau. Quoi qu'il en soit, maman vit que pour m'arracher au péril de ma jeunesse, il était temps de me traiter en homme. Et c'est ce qu'elle fit, mais de la façon la plus singulière dont jamais femme se soit avisée en pareille occasion. Je lui trouvais l'air plus grave et le propos plus moral qu'à son ordinaire. À la gaieté folâtre, à la gaieté folâtre dont elle entremêlait ordinairement ses instructions, succéda tout à coup un ton toujours soutenu, qui n'était ni familier ni sévère, mais qui semblait préparer une explication. Après avoir cherché vainement en moi-même la raison de ce changement, je la lui demandai. C'était ce qu'elle attendait. Elle me proposa une promenade au petit jardin pour le lendemain. Nous y fûmes dès le matin. Elle avait pris en mesure pour qu'on nous laissât seuls toute la journée. Elle avait pris, pardon, ses mesures pour qu'on nous laissât seuls toute la journée. Elle l'employa à me préparer aux bontés qu'elle voulait avoir pour moi, non comme une autre femme, par du manège et des agaceries, mais par des entretiens pleins de sentiments et de raisons, plus faits pour m'instruire que pour me séduire, et qui parlaient plus à mon cœur qu'à mes sens. Cependant, quelque excellents et utiles que fussent les discours qu'elle me tint, et quoi qu'ils ne fussent rien moins que froids et tristes, je n'y fis pas toute l'attention qu'ils méritaient, et je ne les gravai pas dans ma mémoire comme j'aurais fait dans tout autre temps. Son début, cet air de préparatif, m'avait donné de l'inquiétude. Tandis qu'elle me parlait, rêveur et distrait malgré moi, j'étais occupé de ce qu'elle me disait, j'étais moins occupé de ce qu'elle disait que de chercher à quoi elle en voulait venir. Et sitôt que je l'eus compris, ce qui ne me fut pas facile, la nouveauté de cette idée, qui depuis que je vivais auprès d'elle ne m'était pas venue une seule fois dans l'esprit, m'occupant alors tout entier, ne me laissa plus le maître de penser à ce qu'elle me disait. Je ne pensais qu'à elle et je ne l'écoutais pas. Vouloir rendre les jeunes gens attentifs à ce qu'on leur veut dire, en leur montrant au bout un objet très intéressant pour eux, est un contresens très ordinaire aux instituteurs, et que je n'ai pas évité moi-même dans mon Émile. Le jeune homme, frappé de l'objet qu'on lui présente, s'en occupe uniquement et saute à pieds joints par-dessus vos discours préliminaires pour aller d'abord par-dessus, pour aller d'abord, pardon, pour aller d'abord où vous le menez trop lentement à son gré. Quand on veut le rendre attentif, il ne faut pas se laisser pénétrer d'avance. Et c'est en quoi maman fut maladroite. Par une singularité, par une singularité qui tenait à son esprit systématique, elle prit la précaution très vaine de faire ses conditions. Mais sitôt que j'en vis le prix, je ne les écoutais pas même,
et je me dépêchais de consentir à tout. Je doute même qu'en pareil cas, il y ait sur la terre un homme assez franc ou assez courageux pour oser marchander, et une seule femme qui peut pardonner de l'avoir fait. Par une suite de la même bizarrerie, et elle mit à cet accord les formalités les plus graves, et me donna pour y penser 8 jours, dont je l'assurais faussement que je n'avais pas besoin. Car, pour compte de singularité, je suis très aise de les avoir. Tant la nouveauté de ces idées m'avait frappé, et tant je sentais un bouleversement dans les miennes qui me demandait du temps pour les arranger. On croira que ces 8 jours, on croira que ces 8 jours me durèrent 8 siècles. Tout au contraire. J'aurais voulu qu'ils les eussent durés, en effet. Je ne sais comment décrire l'état où je me trouvais. Plein d'un certain effroi, pardon, plein d'un certain effroi, mêlé d'impatience, redoutant ce que je désirais, jusqu'à chercher quelquefois tout de bon dans ma tête quelque honnête moyen d'éviter d'être heureux. Qu'on se représente mon tempérament, qu'on se représente mon tempérament ardent et lascif, mon sang enflammé, mon cœur enivré d'amour, ma vigueur, ma santé, mon âge. Qu'on pense que dans cet état, altéré de la soif des femmes, je n'avais encore approché d'aucune. Que l'imagination, que l'imagination, le besoin, la vanité, la curiosité se réunissaient pour me dévorer de l'ardent désir d'être homme et de le paraître. Qu'on ajoute surtout, car c'est ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, que mon vif et tendre attachement pour elle, loin de s'attiédir, n'avait fait qu'augmenter de jour en jour, que j'en étais bien qu'auprès d'elle, que je ne m'en éloignais que pour y penser, que j'avais le cœur plein, non seulement de ses bontés, de son caractère aimable, mais de son sexe, de sa figure, de sa personne, d'elle en un mot, par tous les rapports sous lesquels elle pouvait mettre cher. Pardon. Et qu'on n'imagine pas que pour 10 ou 12 ans que j'avais de moins qu'elle, elle fut vieille, ou me parut l'être. Depuis 5 ou 6 ans que j'avais éprouvé des transports si doux à sa première vue, elle était réellement très peu changée, et ne me le paraissait point du tout. Elle a toujours été charmante pour moi, et elle était encore pour tout le monde. Sa taille seule avait pris un peu plus de rondeur. Du reste, c'était le même œil, le même teint, le même sein, les mêmes traits, les mêmes beaux cheveux blonds, la même gaieté, tout jusqu'à la même voix, cette voix argentée de la jeunesse qui fit toujours sur moi tant d'impression qu'encore aujourd'hui je ne puis entendre qu'encore aujourd'hui je ne puis entendre sans émotion, je ne puis entendre sans émotion le son d'une jolie voix de fille. Naturellement, ce que j'avais à craindre dans l'attente de la possession d'une personne si chérie,
était de l'anticiper et de ne pouvoir assez gouverner mes désirs et mon imagination pour rester maître de moi-même. On verra que dans un âge avancé, la seule idée de quelques légères faveurs qui m'attendaient près de la personne et l'aimée, la seule idée de quelques légères faveurs qui m'attendaient près de la personne aimée, allumait mon sang à un tel point qu'il m'était impossible de faire impunément le court trajet qui me séparait d'elle. Comment, par quel prodige, dans la fleur de ma jeunesse, eus-je si peu d'empressement pour la première jouissance? Comment puis-je en voir approcher l'heure avec plus de peine que de plaisir? Comment, au lieu des délices qui devaient m'enivrer, sentais-je presque de la répugnance et des craintes? Il n'y a point à douter que si j'avais pu me dérober, il n'y a point à douter que si j'avais pu, pardon, me dérober à mon bonheur avec bienséance, il n'y a point à douter que si j'avais pu me dérober à mon bonheur avec bienséance, je ne l'eusse fait de tout mon cœur. J'ai promis des bizarreries dans l'histoire de mon attachement pour elle. En voilà sûrement une à laquelle on ne s'attendait pas. Le lecteur, déjà révolté, juge qu'étant possédée par un autre homme, elle se dégradait à mes yeux en se partageant, et qu'un sentiment de mésestime attiédissait ce qu'elle m'avait inspiré. Il se trompe. Ce partage, il est vrai, me faisait une cruelle peine, hein, tant par une délicatesse fort naturelle, que parce qu'en effet je le trouvais peu digne d'elle et de moi. Mais quant à mes sentiments pour elle, il ne les altérait point. Et je peux jurer que jamais je ne l'aimais plus tendrement que quand je désirais si peu la posséder. Je connaissais trop son cœur chaste et son tempérament de glace pour croire à un moment que le plaisir d'essence eut aucune part à cet abandon d'elle-même. J'étais parfaitement sûr que le seul soin de m'arracher à des dangers, autrement presque inévitables, et de me conserver tout entier à moi et à mes devoirs, lui en faisait enfreindre un qu'elle ne regardait pas du même œil que les autres femmes, comme il sera d'ici après. Je la plaignais et je me plaignais. J'aurais voulu lui dire non maman, il n'est pas nécessaire, je vous réponds de moi sans cela, mais je n'osais. Premièrement parce que ce n'était pas une chose à dire, et puis parce qu'au fond, je sentais que cela n'était pas vrai, et qu'en effet, il n'y avait qu'une femme qui pût me garantir des autres femmes et me mettre à l'épreuve des tentations. Sans désirer de la posséder, sans désirer de la posséder. J'étais bien aise qu'elle m'ôtât le désir d'en posséder d'autres. Tant je regardais tout ce qui pouvait me distraire d'elle comme un malheur. La longue habitude de vivre ensemble et d'y vivre innocemment, loin d'affaiblir mes sentiments pour elle, les avait renforcés, mais leur avait en même temps donné une autre tournure qui les rendait plus affectueux, plus tendres peut-être, mais moins sensuels. À force de l'appeler maman, à force d'user avec elle de la familiarité d'un fils, je m'étais accoutumé à me regarder comme tel.
Je crois que voilà la véritable cause du peu d'empressement que j'eus de la posséder, quoiqu'elle me fût si chère. Je me souviens très bien que mes premiers sentiments, sans être plus vifs, étaient plus voluptueux. À Annecy, j'étais dans l'ivresse. À Chambéry, je n'y étais plus. Je l'aimais toujours aussi passionnément qu'il fut possible, mais je l'aimais plus pour elle et moins pour moi. Ou du moins, je cherchais plus mon bonheur que mon plaisir auprès d'elle. Elle était pour moi plus qu'une sœur, plus qu'une mère, plus qu'une amie, plus même qu'une maîtresse. Et c'était pour cela qu'elle n'était pas une maîtresse. Enfin, je l'aimais trop pour la convoiter. Voilà ce qu'il y a de plus clair dans mes idées. Ce jour, plutôt redouté qu'attendu, vint enfin. Je promis tout et je ne mentis pas. Mon cœur confirmait mes engagements sans en désirer le prix. Je l'obtins pourtant. Je me vis pour la première fois dans les bras d'une femme, et d'une femme que j'adorais. Fus-je heureux? Non, je goûtais le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en empoisonnait les charmes. J'étais comme si j'avais commis un inceste. 2 ou 3 fois, en la pressant avec transport dans mes bras, j'inondais son sein de mes larmes. Pour elle, elle n'était ni triste ni vive, elle était caressante et tranquille. Comme elle était peu sensuelle et n'avait point recherché la volupté, elle n'en eut pas les délices et n'en a jamais eu les remords. Je le répète, toutes ses fautes lui vinrent de ses erreurs, jamais de ses passions. Elle était bien née, son cœur était pur, elle aimait les choses honnêtes, ses penchants étaient droits et vertueux, son goût était délicat. Elle était faite pour une élégance, elle était faite pour une élégance de mœurs qu'elle a toujours aimée et qu'elle n'a jamais suivie. Parce qu'au lieu d'écouter son cœur, qui la menait bien, et elle écouta sa raison, qui la menait mal. Quand bien, quand des principes faux l'ont égaré, ses vrais sentiments les ont toujours démentis. Mais malheureusement, elle se piquait de philosophie, et la morale qu'elle s'était faite gâta celle que son cœur lui dictait. Monsieur de Tavel, son premier amant, fut son maître de philosophie, et les principes qu'il lui donna furent ceux dont il avait pour la séduire. La trouvant attachée à son mari, à ses devoirs, toujours froide, raisonnante et inattaquable par les sens, il l'attaqua par des sophismes et parvint à lui montrer ses devoirs auxquels elle était si attachée, comme un bavardage de catéchisme fait uniquement pour amuser les enfants. L'union des sexes comme l'acte le plus indifférent en soi. La fidélité conjugale comme une apparence obligatoire dans toute la moralité regardée l'opinion. Le repos des maris comme la seule règle du devoir des femmes, en sorte que des infidélités, en sorte que des infidélités ignorées, nulles pour celui qu'elles offensaient, l'étaient aussi pour la conscience. Enfin, il lui persuada que la chose en elle-même n'était rien, et que toute femme qui paraissait sage par cela, seule, l'était en effet. C'est ainsi que le malheureux parvint à son but, en corrompant la raison d'un enfant dont il n'avait pu corrompre le cœur. Il en fut puni par la plus dévorante jalousie,
persuadé qu'elle le traitait lui-même comme il lui avait appris à traiter son mari. Je ne sais s'il se trompait sur ce point. Le ministre Perret passa pour son successeur. Ce que je sais, c'est que le tempérament froid de cette jeune femme, qu'il aurait dû garantir de ce système, fut ce qui l'empêcha dans la suite d'y renoncer. Elle ne pouvait concevoir qu'on donnât tant d'importance à ce qui n'en avait point pour elle. Elle n'en aura jamais du nom de vertu une abstinence qui lui coûtait si peu. Elle n'eut donc guère abusé de ce faux principe pour elle-même. Mais elle en abusa pour autrui. Et cela pour une autre maxime presque aussi fausse, mais plus d'accord avec la bonté de son cœur. Elle a toujours cru que rien n'attachait tant un homme à une femme que la possession. Et quoi qu'elle n'aimât ses amis que d'amitié, c'était d'une amitié si tendre qu'elle employait tous les moyens qui dépendaient d'elle pour se les attacher plus fortement. Ce qu'il y a d'extraordinaire est qu'elle a presque toujours réussi. Elle était si réellement aimable que plus l'intimité dans laquelle on vivait avec elle était grande, plus on y trouvait de nouveaux sujets de l'aimer. Une autre chose digne de remarque est qu'après sa première faiblesse, elle n'a guère favorisé que des malheureux. Les gens brillants ont tous perdu leur peine auprès d'elle. Mais il fallait qu'un homme qu'elle commençait par plaindre fût bien peu aimable, si elle ne finissait pas par l'aimer. Quand elle se fit des choix peu dignes d'elle, bien loin que ce fût par des inclinations basses, qui n'approchèrent jamais de son noble cœur. Ce fut uniquement par son cœur trop généreux, trop humain, trop compatissant, trop sensible, qu'elle ne gouverna pas toujours avec assez de discernement. Si quelques principes, si quelques principes faux l'ont égaré, combien n'en avait-elle pas d'admirables dont elle ne départait jamais? Par combien de vertus ne rachetait-elle pas ses faiblesses, si l'on peut appeler de ce nom des erreurs où l'essence avait si peu de part? Ce même homme qui la trompa sur un point l'instruisit excellemment sur mille autres. Et ses passions, qui n'étaient pas fougueuses, lui permettant de suivre toujours ses lumières, elle allait bien quand ses sophismes ne l'égaraient pas. Ses motifs étaient louables jusque dans ses fautes. En s'abusant, elle pouvait mal faire, mais elle ne pouvait vouloir rien qui fût mal. Elle abhorrait la duplicité et le mensonge. Elle était juste, entre les bottes de tierces et de cartes et les intervalles musicaux du même nom. Quand il voulait faire une feinte, il me disait de prendre garde à ce dièse, parce qu'anciennement, les dièses s'appelaient des feintes. Attends. Elle était juste, équitable, humaine. Pardon, on s'est trompé de page. Elle était juste, équitable, humaine, désintéressée, fidèle à sa parole, à ses amis, à ses devoirs qu'elle reconnaissait pour tels, incapable de vengeance et de haine, et ne concevant pas même qu'il eût le moins de mérite à pardonner.
Enfin, pour revenir à ce qu'elle avait de moins excusable, sans estimer ses faveurs ce qu'elles valaient, elle n'en fit jamais un vil commerce. Elle les prodiguait aux expédients pour vivre. Et j'ose dire que si Socrate put estimer Aspasie, il eût respecté Madame de Warens. Je sais d'avance qu'en lui donnant un caractère sensible et un tempérament froid, je serais accusé de contradiction comme à l'ordinaire, et avec autant de raison. Il se peut que la nature ait eu tort, et que cette combinaison n'ait pas dû être. Je sais seulement qu'elle a été. Tous ceux qui ont connu Madame de Warens, et dont un si grand nombre existe encore, ont pu savoir qu'elle était ainsi. J'ose même ajouter qu'elle n'a connu qu'un seul vrai plaisir au monde, c'était d'en faire à ceux qu'elle aimait. Toutefois, permis à chacun d'argumenter là-dessus tout à son aise, et de procurer doctement que cela n'est pas vrai. Ma fonction est de dire la vérité, mais non pas de la faire croire. J'ai appris peu à peu tout ce que je viens de dire dans les entretiens qui suivirent notre union et qui seuls la rendirent délicieuse. Elle avait eu raison d'espérer que sa complaisance me serait utile. J'en tirais pour mon instruction de grands avantages. Elle m'avait, jusque alors, parlé de moi seul comme à un enfant. Elle commença de me traiter en homme et me parla d'elle. Tout ce qu'elle me disait m'était si intéressant, tout ce qu'elle me disait m'était si intéressant, je m'en étais si touché que me repliant sur moi-même, j'appliquais à mon profit ses confidences, plus que je n'avais fait ses leçons. Quand on sent vraiment que le cœur parle, le nôtre s'ouvre pour recevoir ses épanchements. Et jamais toute la morale d'un pédagogue ne vaudra le bavardage affectueux et tendre d'une femme insensée pour qui l'on a de l'attachement. L'intimité dans laquelle je vivais avec elle, l'ayant mise à portée de m'apprécier plus avantageusement, l'intimité dans laquelle je vivais avec elle, l'ayant mise à portée de m'apprécier plus avantageusement qu'elle n'avait fait, elle jugea que malgré mon air gauche, je valais la peine d'être cultivé pour le monde, et que si je m'y montrais un jour sur un certain pied, je serais en état d'y faire mon chemin. Sur cette idée, elle s'attachait non seulement à former mon jugement, mais mon extérieur, mes manières. À me rendre aimable autant qu'estimable, et s'il est vrai qu'on puisse allier les succès dans le monde avec la vertu, ce que pour moi je ne crois pas, je suis sûr au moins qu'il n'y a pour cela d'autre route que celle qu'elle avait prise et qu'elle voulait m'enseigner. Car Madame de Warens connaissait les hommes et savait supérieurement l'art de traiter avec eux sans mensonge et sans imprudence, sans les tromper, sans les fâcher. Mais cet art était dans son caractère, bien plus que dans ses leçons. Elle savait mieux le mettre en pratique que l'enseigner, et j'étais l'homme du monde le moins propre à l'apprendre. Aussi, tout ce qu'elle fit à cet égard, fut-il peu s'en faut, peine perdue. De même que le soin qu'elle prit de me donner des maîtres pour la danse et pour les armes.
Quoique leste est bien pris dans ma taille, je ne pus apprendre à danser un menu. J'avais tellement pris à cause de mes corses l'habitude de marcher du talon que Roche ne put me la faire perdre, et jamais avec l'air assez injambe, je n'ai pu sauter un médiocre fossé. Ce fut encore pire à la salle d'armes. Ce fut encore pire à la salle d'armes. Après 3 mois de leçons, je tirais encore à la muraille, hors d'état de faire assaut, et jamais je n'eus le poignet assez souple ou le bras assez ferme pour retenir mon fleuret quand il plaisait au maître de le faire sauter. Ajoutez que j'avais un dégoût mortel pour cet exercice et pour le maître qui tâchait de me l'enseigner. Je n'aurais jamais cru qu'on pût être si fier de l'art de tuer un homme. Pour mettre son vaste génie à ma portée, il ne s'exprimait que par des comparaisons tirées de la musique qu'il ne savait point. Il trouvait des analogies frappantes entre les boîtes de tierces et de cartes et les intervalles musicaux du même nom. Quand il voulait faire une feinte, il me disait de prendre garde à ce dièse, parce qu'anciennement les dièses s'appelaient des feintes. Quand il m'avait fait sauter de la main mon fleuret, il disait en ricanant que c'était une pause. Enfin, je ne vis de ma vie un pédant plus insupportable que ce pauvre homme, avec son plumet et son plastron. Je fis donc peu de progrès dans mes exercices, que je quittais bientôt par pur dégoût. Mais j'en fis davantage dans un art plus utile, celui d'être content de mon sort, et de n'en pas désirer un plus brillant pour lequel je commençais à sentir que je n'étais pas né. Livré tout entier au désir de rendre à maman la vie heureuse, je me plaisais toujours plus auprès d'elle. Et quand il fallait m'en éloigner pour courir en ville, malgré ma passion pour la musique, je commençais à sentir la gêne de mes leçons. J'ignore si Claudanet s'aperçut de l'intimité de notre commerce. J'ai lieu de croire qu'il ne fut pas caché. C'était un garçon très clairvoyant, mais très discret, qui ne parlait jamais contre sa pensée, mais qui ne le disait pas toujours. Sans me faire le moins semblant qu'il fût instruit, par sa conduite, il paraissait l'être. Et cette conduite ne venait sûrement pas de bassesse d'âme, mais de ce qu'étant entré dans les principes de sa maîtresse, il ne pouvait désapprouver qu'elle agit conséquemment. Quoique aussi jeune qu'elle, il était si mûr et si grave qu'il nous regardait presque comme deux enfants dignes d'indulgence, et nous le regardions l'un et l'autre comme un homme respectable, dont nous avions l'estime aménagée. Ce ne fut qu'après qu'elle lui fut infidèle que je connus bien tout l'attachement qu'elle avait pour lui. Comme elle savait que je ne pensais, ne sentais, ne respirais que par elle, elle me montrait combien elle l'aimait, afin que je l'aimasse de même, et elle appuyait encore moins sur son amitié pour que lui sur son estime, comme elle savait il y a un break là. Comme elle savait que je ne pensais, ne sentais, ne respirais que par elle, elle me montrait combien elle l'aimait, afin que je l'aimasse de même. Et elle appuyait encore moins sur son amitié pour lui que sur son estime.
parce que c'était le sentiment que je pouvais partager le plus pleinement. Combien de fois elle attendrit nos cœurs et nous fit embrasser avec larmes, en nous disant que nous étions nécessaires tous deux au bonheur de la vie, et que les femmes qui liront ceci ne sourient pas malignement. Avec le tempérament qu'elle avait, ce besoin n'était pas équivoque, c'était uniquement celui de son cœur.